Bonjour à vous, une vidéo qui va traiter des scandales sanitaires récents en France, mais pas que, et qui en disent beaucoup sur la façon dont notre société fonctionne, dont le pouvoir politique et judiciaire fonctionne, dont les industriels peuvent fonctionner. Et on va essayer de mettre ça en perspective dans quelque chose d'assez global. On pourra même le recouper avec certaines choses qui sont mises sur le marché avec une soi-disant innocuité, puis qui en fait pourraient avoir on va dire des cachotteries au niveau des industriels, voire même des instances publiques. J'en profite pour vous dire que ma maison d'édition Exuvie vient de sortir 2 livres. Le premier du philosophe Mehdi Belhadj-Kassem, Cholerae Cocovirus, préfacé par Louis Fouché, qui est un brûlot sur la crise actuelle, sous-titré d'un génocide non conventionnel. C'est un peu en lien avec ce qu'on dit sur certains industriels qui pourraient être assez peu scrupuleux en mettant des choses sur le marché, puis avec des autorités qui pourraient peut-être fermer les yeux. Donc ce premier livre-là. Et puis le deuxième, évidemment, L'herbier à croquer, de l'ethnobotaniste François Couplan, grand maître des plantes sauvages, et j'en parlerai en fin de vidéo. Vous verrez qu'il y a une société qui est un peu bizarre. En fait, on mange des choses faites avec des choses non naturelles, et ça serait plus naturel de manger ces choses non naturelles que des éléments qui viennent de la nature et qui sont gratuits et abondants. Pour l'heure, les deux scandales récents, c'est Buitoni et Kinder du groupe Ferrero. On va commencer par le groupe Ferrero et Kinder. Il y a eu des intoxications à la salmonelle chez pas mal d'enfants. Ça déjà, c'est un premier scandale. Ça veut dire que la chaîne de production n'était pas suffisamment surveillée, qu'on a laissé mettre sur le marché des produits toxiques au point de créer des dommages assez importants sur pas mal d'enfants, des hospitalisations. Mais le plus grave, c'est que le groupe Ferrero aurait été au courant d'une mauvaise qualité de sa chaîne de production et n'aurait rien fait. Donc là, c'est une enquête depuis le 23 mars qui va faire grand bruit, évidemment. Bon, il y a peu de chances que ces gens-là soient condamnés à fermer, mais en tout cas, ça pose question, ou ça amène la confirmation, que le profit passe avant la santé. Et donc, ça a été un peu un séisme, à l'heure où notamment les enfants vont cacher des œufs industriels dans la petite verdure chez les parents. Et donc, peut-être que c'est pas les cloches ou un cadeau qu'ils auront, mais de la salmonelle. Donc, c'est assez dérangeant, cette information, comme quoi il y a vraiment un fait avéré que le groupe Ferrero était au courant de tout cela. Pour Buitoni, c'est un peu la même chose, sauf que là, c'est encore plus grave. C'est des bactéries Escherichia coli qui sont présentes dans des pizzas Fresh Up, je crois. Je ne sais pas quel terme anglais exact, il me semble que c'est Fresh Up. Et donc, c'est fabriqué à l'usine de Caudry dans le Nord. Et donc, il y avait eu des remontées de difficultés visiblement de production, où des dirigeants, des salariés avaient fait remonter que ces chaînes n'étaient pas suffisamment saines. Des employés ont parlé de vers sur les chaînes de production, de champignons sur les murs, bref, de règles sanitaires pas du tout respectées. Et ça a conduit cela à l'hospitalisation de 50 enfants, au décès de 2 d'entre eux. Donc ce qui est assez dramatique. Et puis il y a eu des cas d'insuffisance rénale, donc c'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir des pathologies à vie, voire de la dialyse et peut-être même des greffes. Donc c'est assez important. Et là encore, le groupe Buitoni, qui fabrique ces pizzas en France, il y avait eu des signalements pour des difficultés d'asepsie sur cette chaîne de production dans le Nord. Et donc il y a eu perquisition hier, 13 avril, dans l'usine, et il y a eu une enquête pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'autrui, et puis dissimulation de faits. Donc qu'est-ce que ça nous dit, tout cela? Ça nous dit déjà que les industriels travaillent pas pour la santé, les industriels de l'agroalimentaire ne travaillent pas pour la santé, mais pour le profit. C'est-à-dire que leur règle numéro un, alors bien sûr il y a le marketing, il y a la com, vous voyez Buitoni, vous vous rappelez les raviolis Buitoni, à l'époque on voyait des trains presque limite à vapeur, idylliques dans les champs, avec des belles tomates, que vous avez carrément les vaches, c'est impensable maintenant, qui étaient dans le truc, et puis Léon, on revient, j'ai les mêmes à la maison, donc on vous vend ça, on sourit, c'est du bon marketing, on vous montre des chaînes de production nickel aseptisées, mais quand on va travailler là-dedans, on se rend compte qu'en fait c'est comme si on fabriquait, je ne sais pas, des jantes pour véhicules utilitaires, on s'en fout. Le but, c'est de sous-payer les gens, de faire tourner les intérimaires, d'optimiser les chaînes de production,
Plus on passe de temps à nettoyer, moins on produit. Il faut aussi payer les gens à nettoyer, il faut payer le liquide d'entretien. Donc ça aboutit à des hérésies totales. Mais c'est la manifestation du monde où on va penser avant tout à l'argent, à l'économie, avant de penser à la santé des gens. Et évidemment, dans un contexte sanitaire, ça vient jeter le trouble sur toutes les procédures, les process, les instances. Parce que chaque personne, qu'il soit particulier ou entrepreneur, doit remplir des déclarations, avoir des certificats, être soumis à des normes. Il y a plein de formalités administratives et pour autant, les mailles du filet semblent béantes. Donc ça, c'est une première chose. Et je pense que ça pointe un véritable problème dans notre société, ces deux événements très récents, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire confiance à des industriels qui en fait ne voient pas dans le consommateur un humain, ils ne voient pas leur frère, ils ne voient pas leur fille, ils ne voient pas leurs parents, ils voient juste une marge sur laquelle on peut gratter, et puis des produits qu'on peut faire venir du bout du monde. Le but n'étant pas de savoir s'ils sont sains, si les chaînes de production sont saines, mais est-ce qu'on peut dégager du profit et avoir suffisamment d'arômes artificiels pour masquer un petit peu tout ça, saupoudrer d'édulcorants, évidemment. Alors ça raconte énormément, et ça va être encore un peu plus loin avec ce troisième scandale pour moi, évidemment, qui passe sous silence des médias, c'est la FDA, donc la branche sanitaire aux États-Unis, la Food and Drug Administration, et pour la première fois, elle vient d'autoriser des vaches OGM à être produites, parce qu'évidemment c'est de l'insémination, c'est pareil, c'est du procédé industriel, pour qu'elles soient mangées sous quelque forme que ce soit. Et donc là, elle évalue, sur son risque faible. Donc elle vient d'autoriser quelque chose à risque faible, risque potentiellement faible. Donc ça veut pas dire il n'y a pas de risque, ça veut dire a priori risque faible. On ne sait pas trop, mais il n'y a pas de raison. Un peu même chose que pour les ondes récentes qui ont été développées, c'est-à-dire les instances publiques, on dit on ne sait pas trop ce que c'est, il n'y a pas suffisamment de recul ni d'études, mais a priori, il n'y a pas de raison. Et là, on bascule dans un monde complètement fou, où on est sur le je pense, je crois, j'imagine, mais on n'est plus du tout dans la science. C'est-à-dire que pour les OGM, là, c'est quand même quelque chose de très dangereux, ce sont des choses à long terme, on ne sait pas s'il y a migration dans les organismes, mais on estime que, on pense que, et puis en gros, le consommateur va faire le cobaye. Alors il va expérimenter la salmonelle, il va expérimenter le Escherichia coli, puis il va expérimenter les OGM, mais après tout, son ADN au consommateur ne doit pas être si précieux, puisqu'on autorise également des traitements à ARN messager, là aussi où c'est assez nébuleux, puisque là on est encore toujours en phase expérimentale jusqu'en 2023. Or, c'est promu, il y a une imposition presque. Et puis, on voit qu'il y a des règles qui n'ont pas été identiques pour tous, et puis qu'il y a des gros conflits d'intérêts, de gros trous dans la passoire des agences de sécurité sanitaire publique, et ça pose de vrais doutes, de vraies questions, et ça devrait alerter le consommateur. Bien entendu, c'est attrayant d'avoir des choses très stimulantes en bouche, très peu chères, très pratiques, mais c'est surtout l'éloge du consumérisme, du plaisir facile. On prend un truc à 2 balles, on le met au micro-ondes, c'est très bon, mais on oublie que derrière, il y a quoi? Il y a surtout une pâte bourrée de sucre, pour que ça soit appétissant, faite avec de la farine de blé OGM, parce qu'on l'a passé, le gluten aujourd'hui, le blé moderne, déjà on a quadruplé les valeurs, les teneurs du gluten du blé pour qu'il soit facilement pâtissable par des machines. On a aussi triplé les paires de chromosomes, donc c'est du blé OGM qui circule quasiment partout, y compris en bio. La plupart du temps, dès que c'est plus une variété ancienne, on est passé de 7 à 21 paires de chromosomes. Ensuite, on a pris des tomates pour faire la purée de tomates qui est sur chaque pizza. C'est des tomates OGM, elles aussi, qui poussent hors sol, qui ne voient pas la terre, qui ont juste les racines qui trempent dans un bain bourré d'engrais chimiques. Et puis, elles ne voient pas le soleil, il y a juste c'est un peu de l'hydroponie, hydroaquaponie même, et puis derrière, on ne voit pas le soleil, et puis c'est juste des bâches en plastique avec des gros réflecteurs pour intensifier. Donc c'est ça qu'on met dessus, et puis on va mettre des arômes artificiels, des édulcorants, des exhausteurs de goût pour masquer un petit peu tout ça, parce qu'évidemment ça n'a pas de goût, ça n'a pas de saveur. Et puis pour le fromage, on va prendre du fromage de centaines de vaches différentes, qui ont elles aussi été croisées OGM. Je précise que les vaches laitières, par exemple, aux États-Unis, à 5 ans, 75% d'entre elles sont atteintes de leucémie parce qu'on les bourre d'hormones, on les bourre d'antibiotiques pour pas qu'elles soient malades. Elles sont élevées dans un système concentrationnaire, donc c'est tout ça qu'on mange en fait, dans un produit. Et donc on va mettre dans un four à micro-ondes
voilà, avec des bombardements électromagnétiques dessus. Et ça, tout cela, ça serait plus naturel que de consommer eh bien, des plantes sauvages. Si vous dites à quelqu'un, je mange des plantes sauvages, il va vous regarder, vous dire, mais c'est bizarre, c'est sale, c'est dangereux, alors qu'il peut mettre sa pizza Buitoni bourrée d'Escherichia E. coli dans son micro-ondes. Et donc ça raconte beaucoup sur notre société. On va dire, si on prend l'histoire de l'homme, 99% de son histoire, il l'a passé en mangeant des plantes sauvages près de chez lui, pas mettre des pizzas fabriquées industriellement dans un micro-ondes. Or, c'est ça qui paraît le plus normal, manger ce type d'alimentation. C'est-à-dire que l'homme s'est éloigné de son milieu naturel et que tout ce qui est bizarre, ça devient une norme acceptée parce qu'elle se passe autour de nous et qu'on est plus dans la facilité, dans le plaisir et qu'on ne sait même plus de quoi on est fait et de quoi on a besoin. On est dans le plaisir, dans l'envie, mais plus dans le besoin. C'est ça que ça questionne au final. Et que les premiers touchés, c'est aussi ce que ça raconte, ce sont les enfants. Et c'est-à-dire qu'ils sont habitués, là il y avait des cas pour Buitoni, les pizzas, les enfants les plus jeunes avaient 1 an. C'est-à-dire que des parents ont donné des pizzas industrielles au micro-ondes à des enfants d'1 an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte la violence de ce que c'est-à-dire que normalement, c'est les recommandations de l'OMS, jusqu'à 12-18 mois, ça devrait être lait maternel exclusif, selon l'OMS. Et donc là, on en est passé à lait maternel il y a quelques dizaines d'années, à pizza industrielle au micro-ondes. Donc évidemment que ça questionne. C'est aussi le but de l'édition de cet herbier à croquer, pour que chacun aille près de chez lui, observer les plantes pour avoir une nourriture extrêmement riche en micronutriments, parce que c'est sur les sols les plus riches que poussent les aliments les plus riches, donc beaucoup d'acides aminés, de protéines, extrêmement de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, et puis surtout c'est gratuit, et dans cet herbier, eh bien, là par exemple sur la consoude, eh bien, il y a des recettes. C'est-à-dire que ça paraît fou, vous voulez dire à quelqu'un je mange des plantes sauvages, je vais vous regarder bizarrement, alors que la folie, ça devrait être l'alimentation moderne, à dire à des enfants, bah, tu vois ton petit œuf en chocolat bourré de sucre blanc et mis dans de l'aluminium, et ben ça, c'est mieux que d'aller grignoter, et c'est moins dangereux que d'aller prendre quelque chose qui pousse au pied de ta maison, au pied de ton sous-bois. Voilà la folie du monde, voilà la folie aussi de l'asepsie, parce que qu'est-ce que ça raconte ? Tout ça aussi, comment ça peut passer les chaînes de production ? Eh bien, il y a aussi un problème que la résistance des bactéries. À force d'aseptiser, à force de mettre des antibiotiques partout chez les individus, alors aseptiser les chaînes de production, encore qu'on a vu que pas trop, celle-là visiblement, eh bien on est face à des bactéries et à des germes très résistants, comme la salmonelle. C'est-à-dire que nos organismes ne suffisent plus, nos organismes moyens ne suffisent plus à lutter. Donc notre seul recours, vu que là il y a une escalade aux antibiotiques, il y a une escalade à l'asepsie, puis à l'industrialisation de l'alimentation, eh bien c'est de renforcer notre écosystème intestinal et de renforcer nos défenses immunitaires en même temps, puisque 75% de nos défenses immunitaires dépendent de notre santé intestinale. Eh bien c'est certainement pas en passant par les œufs Kinder et puis par les pizzas qu'on va y arriver. C'est une alimentation végétale riche en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments, et puis avec une bonne densité en acides aminés. Tout ce que proposent les plantes sauvages et qui sont gratuits et abondants. Et la folie du monde, c'est que la solution est gratuite et abondante, mais qu'on va quand même, par facilité, par paresse, par norme, par plaisir, parce qu'il y a des stimulations par les édulcorants, les arômes artificiels, les exhausteurs de goût, et bien aller malgré tout vers ces aliments-là. Il y a une vraie rupture qui nous est demandée. Je pense que nous sommes confrontés depuis 2 ans à des conflits d'intérêts béants où les industriels ne sont quasiment jamais punis. Il y a une innocuité au niveau juridique, il y a même des aides qui sont apportées, il y a une énorme protection. Ces gens-là ont des comptes où ils défiscalisent, où ils ne payent quasiment pas d'impôts. Des grands groupes mondiaux, je rappelle que le groupe Ferrero, pour Kinder, le groupe Ferrero achète 50% de la production mondiale de noisettes. Parce que vous vous rendez compte. C'est-à-dire toutes les noisettes qui sont récoltées dans le monde, il y en a la moitié qui va juste au groupe Ferrero. Ce sont des groupes pharaoniques qui sont complètement hors sol, d'ailleurs qui n'ont plus d'existence dans aucun pays. Ils peuvent être autant au Panama qu'aux Seychelles, qu'en France, qu'en Italie, au Kurdistan, peu importe. En fait, ces groupes-là vont où il y a de l'argent, où on peut gratter de la marge, soit par des placements, soit par des employés, soit par des normes à un endroit où on sera moins regardant qu'à un autre. Donc ces scandales-là doivent nous alerter, non pas simplement sur Ferrero et Buitoni, là ils se font fait épingler bien sûr, et il faut que la justice passe
enquête, analyse parce qu'il y a des décès et que c'est très grave, mais évidemment que ça concerne un système. Le système capitaliste dans son ensemble, qui est décrit d'ailleurs par Mehdi, hein. Je force un peu la pub, mais vous comprenez qu'on ne fait pas le même boulot que ces chers Kinder et Ferrero. Et donc d'où le fait que derrière, comme toujours, un petit jeu sur le code barre qui se désagrège, de la même façon que là, un petit jeu sur le code barre, où des fleurs poussent. C'est-à-dire que le code barre, c'est le symbole de la norme, de l'imposition, de la structure, mais on peut jouer avec. Et je vous invite vraiment à réfléchir sur ces cas-là. Et puis, pourquoi les enfants sont les plus touchés? Et est-ce que, depuis 1 an et demi, certains industriels ont des laissez-passer avec des autorisations sanitaires, ils sont tamponnés légalement, mais est-ce que ça ne raconte pas plus loin qu'il y a un grave dysfonctionnement avec la santé des individus? Quelque part, on s'en fout. Je vous invite à prendre soin de vous, à vous abonner aussi à cette chaîne et puis à faire tourner cette vidéo afin que chacun puisse débattre avec lui-même et avec les autres sur ce sujet. À très vite.